Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'une manière très simple comment construire votre diète ou si vous êtes coach, comment construire la diète de vos clients. Si je décide de faire cette vidéo, c'est car il y a beaucoup de confusion par rapport au calcul, par rapport à ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Et donc, encore une fois, je vais vous donner les meilleurs conseils que j'ai. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences de la nutrition de l'université d'Ulster et plus de 60 qualifications dans le domaine du sport et de la nutrition. Et le but de cette chaîne, c'est de mettre la science dans la pratique pour vous aider à voir des choses réellement applicables pour vous dans votre pratique. Pour rappel, encore une fois, mes conseils ne se substituent pas à un avis médical et je vous conseille toujours de consulter votre professionnel de santé avant de mettre en place des interventions sur vous-même. Mais avant de commencer cette vidéo, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur YouTube et si vous voulez plus de ressources gratuites, j'en ai deux principales. Ma newsletter, le lien est dans la description, vous recevez un mail par semaine avec du contenu éducatif autour du training, de la nutrition, du coaching. La deuxième source gratuite, c'est mon forum où je réponds à toutes vos questions si vous en avez. Vous pouvez vous inscrire, le lien est également dans la description. Et enfin, je suis très heureux de vous annoncer du lancement de mon cours 100 questions autour de la nutrition. C'est un mix entre un cours en ligne et un e-book avec, encore une fois, toutes les ressources scientifiques qu'il vous faut pour réellement vous documenter. Je réponds à 100 de vos questions autour de la nutrition, que ce soit en termes d'acides gras saturés, d'édulcorants, d'alimentation biologique, de tout ce qui vous intéresse réellement. Je vous mets directement le lien dans la description. Allez vous inscrire, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. C'est un tarif très abordable pour que le plus grand nombre puisse s'informer. On va voir trois choses importantes dans cette vidéo. On va voir les calculs et ce qui est réellement important pour vous. On va voir la répartition des macronutriments et ce qui est potentiellement réellement important. Et enfin, on verra les considérations spécifiques à prendre en compte lors de la création d'un plan alimentaire. La première chose à faire, c'est de calculer ses calories. C'est encore une fois le plus important car ça dictera ensuite comment vous pouvez répartir vos macronutriments. Vous avez deux méthodes principales pour calculer vos calories. La première méthode, c'est tout simplement de regarder les fluctuations de votre poids de corps sur 2 à 3 semaines. Et si vous voyez qu'il n'y a ni de gain ni de perte, vous êtes à peu près à la maintenance calorique. Ce qu'on pourrait également estimer, c'est que s'il y a environ 225 grammes de gain ou de perte, c'est que vous êtes dans un surplus ou dans un déficit d'environ 225 kcal. Encore une fois, c'était appuyé par Hall et collaborateurs en 2014. C'est pas 100% précis, mais ça peut vous donner un bon indicateur. La deuxième méthode pour calculer ces calories, ce sont tout simplement les équations prédictives. Vous pouvez les retrouver sur Internet, l'équation par exemple d'Harris-Benedict. Je ne vais pas vous la dicter là, regardez-la. Vous avez également l'équation de Cunningham. L'équation de Cunningham qui en réalité est bien moins applicable en pratique car il vous faut votre masse maigre en kilogrammes. Et estimer sa masse maigre, parfois ça peut être un petit peu dur. Et enfin, j'ai une dernière méthode qui est un petit peu un cheat code pour les personnes qui veulent savoir. C'est la méthode MACMET. Et la méthode MACMET, c'est très simple. Si vous êtes un homme, vous multipliez votre poids de corps par 24. Et si vous êtes une femme, vous multipliez votre poids de corps par 22. Et grâce à cela, vous obtiendrez votre métabolisme de base. Une fois que vous avez estimé votre métabolisme de base, vous devez estimer votre coefficient d'activité physique. Ce coefficient, encore une fois, n'oubliez pas, c'est un point de départ. Si vous allez rentrer en déficit calorique, ne surestimez pas ce coefficient. Et si vous devez rentrer en surplus calorique, ne sous-estimez pas ce coefficient. Sinon, encore une fois, ça mettrait plusieurs jours, plusieurs semaines parfois à ajuster. Je vais vous donner un petit peu quelques indicateurs concernant les coefficients. Si vous êtes totalement sédentaire, si par exemple vous n'avez pas ou peu d'activité, un travail de bureau, c'est un coefficient de 1,1. Si vous êtes peu actif mais que vous avez quand même un petit peu de marche lors de vos journées, que vous êtes un petit peu debout, ça sera sûrement un coefficient de 1,3. Si vous êtes par exemple modérément actif, par exemple vendeur, ça serait peut-être plus un coefficient 1,5. Et enfin, si vous êtes très actif, que vous avez un travail plutôt fatigant, par exemple sur un chantier, ça serait potentiellement un coefficient 1,7, voire plus. Donc pour connaître vos besoins d'une manière plus précise, vous avez juste à multiplier votre métabolisme de base par ce coefficient. Par exemple, si vous aviez un métabolisme de base de 1400 calories, vous pouvez faire 1400 fois 1,1 si vous êtes sédentaire. Et là, vous allez me dire, oui, mais je fais également de la musculation. Et pour tout simplifier ici, estimez qu'une séance de musculation, on va dire, c'est 200 calories. Alors parfois, ça peut être un peu plus, parfois un peu moins. C'est un point de départ. Encore une fois, ça va simplifier beaucoup de calculs. Et après, on pourrait rentrer dans le détail des METs, mais c'est un petit peu plus long et j'ai envie de simplifier ici. Et donc, c'est très simple. Le calcul final, ça sera métabolisme de base fois le niveau d'activité physique, tout ça entre parenthèses, plus, ouvrez la parenthèse, votre activité physique divisé par 7. Par exemple, si vous faites 5 séances de musculation à 200 calories, ça fait 5 fois 200, ça fait 1000 kcal. 1000 kcal divisé par 7, pourquoi? Parce qu'on doit diviser ça sur la semaine. Fermez la parenthèse, c'est égal à votre dépense quotidienne. Et donc, grâce à cela, vous savez déjà de ce dont vous avez besoin par jour. Si vous allez rentrer en déficit calorique ou en surplus calorique, vous allez maintenant me dire, oui, mais combien est-ce que je dois prendre par semaine? Est-ce que je dois prendre 500 grammes, 1 kg? La réponse, c'est
Arrêtez d'avoir des valeurs absolues dans vos têtes, vous devez penser en pourcentage. Et là, je vais vous donner ce qui est recommandé par Iraki et collaborateurs et Roberts et collaborateurs. Si vous souhaitez prendre du poids, c'est environ 0,25 à 0,5% par semaine, c'est-à-dire souvent entre 1 à 2% par mois. Ce qu'on peut également recommander, c'est peut-être 0,125% par semaine, mais le problème de 0,25% par semaine, c'est que c'est difficile à traquer. Et si vous souhaitez perdre du poids, la plupart du temps, on recommande souvent entre 0,5 et 1% de perte par semaine. Cependant, suivant la magnitude de votre déficit, ça pourrait être plus agressif que cela. Maintenant, en termes de macronutriments, de quoi avez-vous réellement besoin? La première chose à faire, c'est toujours de calculer ses protéines. Et encore une fois, votre rapport en protéines dépend grandement de votre activité physique. Si vous faites de la musculation, vous en avez sûrement bien plus besoin que quelqu'un de sédentaire. Quelqu'un de sédentaire, c'est totalement raisonnable d'avoir entre sûrement 1,3 et 1,6 g par kilogramme de poids de corps. Si vous faites de la musculation, 2 à 2,7 g par kilogramme de poids de corps, c'est sûrement ce qui est recommandé d'après les dernières données que l'on a. Et ces protéines, c'est sûrement mieux de les répartir sur 3 à 4 repas par jour. Évidemment, vous pouvez en faire plus, mais je vous donne un nombre minimum. Concernant les lipides, ce qu'on recommande souvent, c'est 10 à 25% des calories par jour. Eh bien non, le nombre de 1 g par kilogramme de poids de corps n'est pas un nombre magique. En réalité, je pense souvent que c'est une bonne estimation pour beaucoup de gens, mais pour être précis, 10 à 25% des calories, c'est souvent ce qui est recommandé. Chez des compétiteurs, lorsque vous allez être en fin de déficit calorique, c'est acceptable de descendre sûrement jusqu'à 0,3 g par kilogramme de poids de corps. On a vu ça sur des recherches observationnelles, mais encore une fois, on n'a pas énormément de données autour. Ce qu'on veut surtout, c'est éviter des périodes prolongées avec des taux de lipides très bas. Car ça pourrait être lié aux changements hormonaux d'une manière négative, mais encore une fois, on a peu de preuves autour de ce sujet-là. En réalité, ces changements hormonaux en fin de déficit, ils pourraient très bien être dus à la faible disponibilité en énergie, bien plus qu'en un taux de lipides faible. Mais on va dire par mesure de précaution, évitez de faire des périodes prolongées avec peu de lipides. Et donc là, vous avez réussi à calculer vos protéines, vos lipides, et maintenant les glucides, c'est quoi? C'est les calories qu'il reste. Et assurez-vous d'avoir au moins 14 grammes de fibres pour 1000 calories. Encore une fois, je vous ai indiqué un pourcentage avant de lipides qui est assez flexible. Pourquoi? Parce que le ratio glucides-lipides, c'est également à faire en fonction de votre préférence personnelle. Car n'oubliez pas, ce qui vient dicter une bonne nutrition, c'est votre adhésion à celle-ci. Et donc, vous avez réparti vos protéines, glucides, lipides. Pour les glucides, est-ce qu'il faut vraiment des glucides avant l'entraînement? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, ça peut être intéressant. Oui, ça a été appuyé par Dallas Stewart en 2015, Henselman et collaborateurs en 2022, King et collaborateurs en 2022. Il en faut sûrement peut-être un petit peu moins que ce qu'on pense, ou du moins, il en faut moins pour avoir de bonnes performances. Donc ça, c'est encore une fois à faire en fonction de votre préférence personnelle. Et désolé de répéter ça beaucoup, mais en réalité, c'est ce qui compte le plus. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Si vous êtes un pratiquant de musculation intermédiaire d'environ 85 kg, que vous avez un objectif de prise de muscle et que votre maintenance calorique, elle est vers 2700 kcal. Ce qu'on veut, c'est sûrement prendre 0,25 à 0,5% de votre poids de corps par semaine, ce qui représente 200 à 400 grammes par semaine. Et l'objectif qu'on se fixe, du coup, là, on coupe la poire en deux, la maintenance elle est à 2700, on va se fixer un objectif à 3000 calories par jour. On sait que les protéines, il nous en faut sûrement entre 1,6 et 2,7 grammes par kilogramme. Donc pour ce pratiquant-là, ça représente entre 136 et 230 grammes. On choisit 200 grammes, ce qui représente 800 calories parce que 1 gramme de protéines est égal à 4 kilocalories. Pour les lipides, on sait qu'il nous faut entre 10 à 25%. Donc ça représente entre 300 et 750 calories de lipides, ce qui fait 33 à 83 grammes. On choisit d'aller dans la fourchette haute et de sélectionner 80 grammes pour cette personne, ce qui représente 720 calories. Et donc pour les glucides, c'est ce qui nous reste. Et là, on a juste à faire un calcul très simple. On fait les 3000 calories qu'on s'est fixées, moins les calories des protéines plus des lipides, qui représentent 1520 calories, ça fait qu'il nous reste 1480 calories de glucides, donc 1 gramme de glucides, 4 kilocalories. On divise par 4, 1480 divisé par 4, ça fait 370 grammes de glucides. Et voilà d'une manière simple comment vous répartissez vos macronutriments. Et maintenant, on va aborder la dernière partie de cette vidéo. Quelles sont les considérations spécifiques à prendre en compte lorsque vous allez créer un plan alimentaire? On va dire des considérations qui sont autres que votre adhésion personnelle. Alors là, on a déjà vu ce qu'il y avait à prendre en compte. Les calories, les protéines, les lipides, les fibres, les glucides. Mais il faut également évidemment prendre en compte la sélection des aliments, tout simplement pour, par exemple, si vous êtes en surplus calorique, ne pas avoir un volume alimentaire trop important qui vous empêcherait de rester en surplus calorique toute la semaine, et en déficit calorique d'avoir un volume qui n'est pas assez important. Et c'est justement là où vous pouvez jouer sur la répartition de vos macronutriments. Pourquoi pas, en déficit calorique, avoir un petit peu moins de lipides et un petit peu plus de glucides, pour avoir un petit peu plus de volume alimentaire qui pourrait vous aider au niveau de votre satiété, et en surplus calorique, quand vous avez atteint un seuil de glucides et que vous ne pouvez pas aller au-dessus par rapport à votre appétit,
pourquoi pas augmenter tout simplement votre taux de lipides. Également, au-delà de parler de macronutriments, et même là j'avais parlé de fibres, regardez la sélection de vos aliments pour avoir suffisamment de vitamines et de minéraux depuis votre alimentation. Car en réalité, si vous êtes en surplus calorique, il y a de grandes chances que vous puissiez couvrir tous vos besoins depuis votre alimentation. Si vous êtes en déficit calorique, là il y aura sûrement besoin d'une supplémentation. Et ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'utiliser l'application Chronometer, Chronometer, qui vous permettra de traquer avec précision vos micronutriments. Et là, vous pourrez identifier depuis votre alimentation si en réalité vous avez d'autres besoins que ceux que votre alimentation vous fournit réellement. La sélection des aliments, il faut également y penser par une question de plaisir. Est-ce que vous prenez du plaisir à manger ce que vous mangez? Par exemple, est-ce que vous vous interdisez les pâtes le soir parce que vous pensez que c'est mauvais? Mais si vous mettiez des pâtes, est-ce que ça ne renforcerait pas votre adhésion à votre plan alimentaire? Et donc, pourquoi pas mettre des pâtes avec un petit peu de sauce tomate le soir? En réalité, dans les 3 quarts des cas, ça pourrait clairement rentrer dans vos calories. Et là, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais les pâtes, il y a du blé, c'est pas. La réalité, c'est que ces arguments ne sont pas les bons et il faut voir l'alimentation sur un prisme bien plus global et complet qu'un seul aliment. Et ça, on en parle d'ailleurs dans mon cours sans question autour de la nutrition. Également, il faudra penser à l'aspect pratique. Est-ce que c'est pratique pour vous? Et je m'explique. Beaucoup de personnes viennent dire oui, les repas solides, c'est les mieux, riz, poulet, brocoli. Est-ce que c'est pratique de manger du poulet, riz, brocoli à 10 h du matin lorsque vous avez une pause de 5 minutes? Alors, à part tenter d'accélérer la manière dont vous allez manger et potentiellement de ne pas mâcher beaucoup, je ne sais pas si ça va faire grand-chose, et pourquoi pas avoir une alternative tout simplement plus pratique pour vous, avec le même total calorique et évidemment le même total en macronutriments. Également, il faut penser à la question des portions. Est-ce que par exemple, je ne sais pas si dans un plan vous mettez 30 grammes de riz pesé cru, est-ce qu'en pratique c'est réellement une portion qui va vous satisfaire? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux à la place mettre un petit peu de pommes de terre à l'eau pour avoir un volume bien plus satisfaisant? Également, un autre aspect que peu de personnes abordent, c'est le budget. Et regardez encore une fois si le plan que vous vous faites correspond à votre budget. Et potentiellement, si demain vous mettez du saumon dans votre plan, n'en mettez peut-être pas tous les jours. Mettez-en peut-être 2 fois par semaine, les jours de repos, si vous pouvez vous le permettre. Même chose, si vous ne pouvez pas vous permettre de manger de la viande le midi et le soir, pourquoi pas avoir une autre source de protéines à ce moment-là qui est un petit peu moins onéreuse. Car ça également, c'est ce qui vous fera tenir sur le moyen long terme. La question de respecter son budget alimentation pour suivre sa diète. Et enfin, pensez également à la flexibilité dans votre plan. Et est-ce que, encore une fois, vous avez des alternatives si jamais vous en avez besoin? Est-ce que vous pouvez alterner vos sources de glucides, vos sources de protéines, vos légumes, ces choses-là? Et également, lorsque vous regardez l'entièreté de votre plan, est-ce qu'il y a un réel rationnel derrière? Est-ce que ça correspond à vos objectifs? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura simplifié la manière dont vous pouvez faire votre plan. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter si ça a pu vous aider, et on parle la semaine prochaine.